Bonjour Elisa Rojas. Bonjour. Salut Pierre. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Elisa, tu es avocate, autrice de Mister T et moi aux éditions La Belle Étoile, un roman autobiographique sur ton histoire d'amour un peu unilatérale avec un autre étudiant en droit puis avocat. Donc c'est le fameux T, un mec parfait, enfin que tu décris comme étant parfait. euh, en comparaison avec toi, qui est en fauteuil roulant. Je dis en comparaison avec toi et je le mets en opposition. Et je dis pas que c'est et parce que ton livre, c'est aussi une réflexion sur ce qui te sépare précisément de lui, sur ce qui fait que tu décris, enfin tu expliques qu'il n'arrivera pas à voir en toi une autre chose qu'une amie. On va y revenir, mais d'abord aujourd'hui c'est le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Ça fait maintenant 2 ans ou plus que MeToo existe et il n'y a quasiment eu aucune avancée en fait en termes de droits ou de moyens. Il y a toujours autant de femmes qui sont violées et tuées. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui coince dans les luttes pour les droits des femmes? C'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en fait, si politiquement il y a pas de décision prise, s'il y a pas de moyens alloués, rien ne peut changer. Donc ce qui change, c'est juste qu'il y a une prise de conscience sans doute quand même, plus importante, généralisée, qui est amplifiée par les réseaux sociaux, sur ces questions-là, et c'est une étape, mais bien évidemment que rien n'est magique et ça suffit pas à modifier la réalité de façon, instantanée. Caroline Dehaas, elle a publié aujourd'hui une tribune dans Mediapart où elle répond à toutes les personnes qui, en gros, accusent les féministes d'être des ringardes, d'être des femmes tristes, ennuyeuses. Tu penses que le féminisme aujourd'hui, il est trop incarné par ses côtés tristes et ennuyeux, ou au contraire, comme elle le dit, être féministe, c'est être dans la joie avant tout? Moi je pense qu'être militant d'une façon générale, c'est pas incompatible avec la joie. Comme, le disait déjà Emma Goldman dans ses écrits. Je pense que franchement, il faut que ce soit compatible parce que sinon ce serait insupportable en fait à vivre. Voilà donc moi je pense que le féminisme il est multiple. Par contre je pense qu'il est encore, trop blanc, trop valide, trop, hétérocentré. Voilà, moi je pense qu'on a une vraie difficulté encore aussi à ce niveau-là, à savoir, qui aujourd'hui, voilà, représente, le féminisme. Malheureusement, je crains, qu'il y ait encore des femmes qui soient, sous-représentées et en tout cas pas en situation, de pouvoir, influer et prendre des décisions véritablement, puisque tout ça est lié aussi à votre milieu social et à l'argent que vous pouvez, investir dans la cause aussi. Alors, justement, si j'en crois le magazine Terra Femina, tu es cette semaine la première femme non valide en une d'un magazine féminin français, Marie-Claire. J'ai deux questions, justement. Pourquoi ça arrive aussi tardivement, selon toi? Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que cette année, en 2021, ils ont décidé de te mettre, toi qui es en fauteuil roulant, en une de leur magazine? C'était quoi la première question? C'était pourquoi ça Excuse-moi. arrive aussi tardivement? Oui, pourquoi ça arrive aussi tardivement? Parce qu'en France, tout arrive, ultra tardivement. On a toujours, 150 ans de retard, sur quasiment tout. Donc en fait, cette une, qui a plus ou moins déjà été faite, aux États-Unis, il y a pas si longtemps, mais enfin quand même, voilà, elle arrive, tard, comme le reste, en fait, Mais on est tout plus simplement. réactionnaire que les autres pays, on est plus Et réactionnaire que les États-Unis sur ces questions-là. j'ai l'impression, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on a un pays très, très, très réactionnaire sur toutes ces questions. Voilà, qui se méfie, qui est tellement, accroché à cette idée, fausse, qu'il suffirait de dire, voilà, que les hommes naissent libres et et demeurent enfin, égaux en droit et à l'universalisme, dont malheureusement qui ignore la réalité en fait, politique, telle qu'elle est, et ben ça nous empêche, je pense,
Après, sur le concret, de prendre des décisions cohérentes et comme celle-là pour faire de la place en fait à tout le monde, pour que chacun puisse occuper l'espace qu'il peut et qu'il devrait occuper. Il y a un clivage, selon toi, gauche-droite, sur la préhension, sur la question dont on aborde les questions de handicap? Il devrait y avoir un clivage, à mon sens. Si la gauche jouait son rôle, il devrait clairement y avoir une politique de gauche du handicap. Hmm. Mais ce n'est pas le cas, en fait, et on a une grosse difficulté, à cet égard. En fait, c'est une question qui a été dépolitisée, Ouais. par tout le monde, par les associations qui interviennent dans le champ du handicap, et puis par les partis eux-mêmes, en fait, qui, savent plus faire, la différence, et on oublie que c'est une question politique avec des choix politiques, qui sont pas neutres, qui sont aussi, le fruit, d'une idéologie, et à gauche, il devrait y avoir, à mon sens, des propositions qui aillent dans le sens de l'égalité, de la non-discrimination et de l'émancipation. Hmm. Et en fait, à gauche, le problème, c'est que dès que vous parlez de handicap, le radar se brouille, en fait. Plus personne comprend et plus personne ne sait faire la différence entre les différentes positions, les différentes idées et même les personnes qui portent ces idées, en fait. On met toutes les personnes handicapées dans le même sac comme si elles défendaient toutes la même chose et malheureusement, que ce soit sur ce sujet ou sur un autre, c'est pas le cas, en fait. Donc tant que la gauche ne saura pas justement se positionner clairement sur des sujets qui sont essentiels, on ne pourra pas avancer, vers des politiques intéressantes et émancipatrices. Alors, mais qu'est-ce que c'est concrètement des politiques émancipatrices en matière de handicap? Bah, déjà le fait que la gauche, soit pas capable de se positionner clairement sur une question comme la désinstitutionnalisation ou sur le rôle et le pouvoir des associations gestionnaires en France, c'est-à-dire celles qui gèrent des services et des établissements spécialisés. Destinée aux personnes handicapées, tant qu'elle ne prendra pas en considération les recommandations de l'ONU, qui a rendu un rapport suite à une visite qu'elle a fait en France, où elle explique très très clairement tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas conforme aux textes internationaux qui ont été signés par la France, et notamment à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Tant que la gauche, elle ne comprendra pas voilà, qu'il faut passer du modèle médical qui est le plus prégnant en France au modèle social du handicap, elle ne pourra pas en fait, être à la hauteur des enjeux. Hmm. On en vient sur ton livre. On peut dire que c'est un livre sur le désir, ton désir pour T, mais aussi c'est une réflexion du désir des autres, à commencer par T pour toi. Comment tu définis le désir? C'est une construction sociale ou est-ce que c'est un trait naturel et constitutif des êtres humains? Bah, je pense qu'on a tendance à croire que c'est naturel justement, que tout est lié à la nature et cetera. Et malheureusement, bah, je pense que comme bien d'autres choses, c'est totalement construit. Hmm. C'est construit pour tout le monde et c'est intéressant puisque ce qui est construit, on peut agir dessus, on peut modifier. Donc c'est pas une si mauvaise nouvelle, de se dire, que oui, peut-être notre liberté, est limitée, qu'on est conditionné, qu'on est formaté à désirer, certaines personnes plus que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, on peut y réfléchir, on peut tout reposer sur la table, on peut, revoir chaque définition, en fait et puis comprendre d'où elles viennent, à qui elles servent, parce que c'est toujours ça le problème, qui elles servent et du coup, si on veut et ben, être plus libre et être plus à égalité, être dans des relations, parce que c'est quand même ça l'idée, c'est construire, être capable de construire des relations, y compris intimes, qui soient égalitaires en fait, et ben, dans ce cas-là, il faut travailler sur toutes ces questions et travailler sur qu'est-ce qui construit notre désir en fait. Mmh. Mais alors, effectivement, tu le dis, hein, enfin, voilà, l'intime est quelque chose d'éminemment politique. Euh, Tu dis aussi que là, il faut le re-réfléchir. Enfin, il faut même d'ailleurs commencer tout simplement à le réfléchir. Mais comment on fait pour ne pas rester au niveau théorique? Comment on fait pour que précisément ces désirs que tu dis qu'on peut forger, qu'une société en gros peut construire, comment on fait pour
les changer? Parce que c'est bien joli en fait de dire théoriquement oui, ce serait bien que nos désirs soient plus inclusifs, qu'on soit plus curieux, etc. Mais si on en reste au niveau théorique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Est-ce que ça passe par exemple par mettre en avant, par exemple, cette une de Marie-Claire? Est-ce que tu penses que c'est ça, tu vas transformer, par exemple, passer par transformer des personnes en situation de handicap en rôle modèle? Est-ce que c'est ça aussi qui est important ou pas du tout? Alors, rôle modèle, c'est pas un mot qui me parle beaucoup. Je pense qu'il faut être, quand même un peu réaliste sur ce que ça modifie ou pas, même si ce sont des étapes importantes. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'évidemment que modifier les représentations, travailler sur les représentations, c'est aussi, ouvrir, les choses, les possibles en matière de désir. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, si on prend, concrètement le handicap, à partir du moment où vous êtes jamais représenté comme un partenaire, où vous êtes jamais esthétisé, érotisé, voilà, bien sûr que, ça a un impact, ça a une influence, aussi bien pour les personnes valides qui du coup peuvent pas vous considérer comme des partenaires, possibles et à la fois pour vous-même puisque vous intériorisez, tout ce que vous voyez et vous-même vous arrivez plus à vous concevoir comme un partenaire à égalité. Moi, je pense que ce qu'il y a d'intéressant quand même dans la théorie, c'est que, quand on commence à réfléchir à d'où viennent nos fantasmes, d'où viennent nos désirs et qu'on commence à les décortiquer, moi, j'ai l'impression et je pense pas être la seule, à l'avoir constaté, c'est qu'une fois que vous savez d'où vient le fantasme, c'est comme s'il se désagrégeait. Il se désagrège et du coup, il fait de l'espace à autre chose. Et c'est là que vous commencez en fait à vous aussi, ouvrir vos possibilités. Et ça a, je pense, pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais pour les gens qui sont suffisamment, capables, d'agir de façon, enfin libre, enfin voilà, de se libérer de ce que les autres pensent et cetera. Je pense que, c'est un bon point de départ et que concrètement, ça peut permettre, de nouer des relations que vous n'auriez pas envisagées avant ou de cette façon-là. Donc c'est ça l'idée, enfin, c'est d'arriver à justement passer, à l'étape où, et ben, ça modifie pour de vrai les relations et les comportements, des uns envers les autres. Les femmes handicapées sont présumées ne pas être en mesure de plaire à des hommes valides, sains de corps et d'esprit, écris-tu à la fin de ton bouquin. Est-ce que c'est aussi vrai pour les hommes handicapés? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique aux femmes handicapées qui ne serait pas vrai pour les hommes handicapés? Oui, pour moi, il y a une distinction en fonction du genre. Il y a à la fois des problèmes qui sont communs, qu'on soit un homme ou une femme handicapée. Par exemple, l'infantilisation, elle est quand même commune. Le fait de considérer qu'on est des êtres asexués, c'est aussi quelque chose de commun. Qu'on n'a pas de genre, c'est commun. Mais malgré tout, c'est très hypocrite car en réalité, il y a une distinction en fonction du genre. Et en réalité, bah, après les hommes handicapés seront les plus à même d'en parler, mais bien sûr, ils ne sont pas supposés répondre aux injonctions de la masculinité non plus. Et les femmes, donc ne pas supposées répondre, à tout ce qui, concerne, ce qu'on considère comme étant féminin, en tout cas dans tout ce qui est lié, à l'attraction, à la beauté, à ces choses-là. Mais par contre, ce qui est réel et qui a pu être documenté, c'est quand même qu'il est plus difficile encore pour une femme handicapée de trouver, un partenaire, notamment un homme, parce que les femmes sont supposées avoir une fonction sociale particulière, qui fait qu'il est considéré comme étant totalement, incompréhensible qu'un homme valide fasse le choix d'une partenaire handicapée parce qu'il n'y trouverait que des inconvénients et aucun avantage, si ce n'est celui de la dominer, doublement. Donc ça peut intéresser malheureusement certains hommes, mais en réalité, sinon, socialement, c'est pas compréhensible. Alors qu'une femme, comme les femmes sont considérées être des êtres, qui sont, plus aptes que la moyenne à prendre soin d'un partenaire, qu'elles remplissent, plein de rôles en termes de soutien affectif et cetera, on va plus facilement comprendre qu'un homme handicapé, trouve une compagne,
qui sera un peu considérée comme son infirmière, entre guillemets, ce qui est également grave et problématique puisque ça empêche également de considérer qu'il s'agit d'une relation égalitaire. Mais voilà, enfin, il y a des distinctions de cet ordre-là qui sont genrées, qui sont liées aux stéréotypes de genre. On a une dernière question, Elisa. À plusieurs moments dans ton livre, tu te définis par la radicalité, ta radicalité, dans le champ politique autant que dans le champ féministe d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu penses que la radicalité, c'est important, notamment en ce moment? Pourquoi c'est important? Et Heu, est-ce que ça ne fait pas peur, le terme de vous me radicalité? posez vous me posez des questions difficiles. Mais est-ce que ça ne fait pas peur justement le mot radicalité? Alors moi, en fait, les étiquettes me font pas peur parce que je m'en fous. Hmm. C'est-à-dire que les gens peuvent me mettre dans la case qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je défends, d'où je viens, qui je suis, où je vais. Donc, qu'on m'appelle, islamo-gauchiste ou quoi que ce soit, ça me passe au-dessus de la tête, honnêtement. Moi, je sais ce que je veux comme type de société. Je sais, voilà, ce que j'ai envie de construire avec d'autres personnes, qui pensent également qu'on peut modifier, les choses. Voilà, donc il se Alors, trouve je vais que reformuler ma question, Elisa. ouais. Qu'est-ce que tu mets dans le terme radicalité? Mais en fait, c'est très étrange parce qu'en réalité, pour moi, il a une relativité, ce terme-là. Parce que ce qui vous paraît radical aujourd'hui sera la réalité de demain. Hmm. C'est-à-dire que, il y a eu un moment dans l'histoire où dire: «Les femmes doivent pouvoir voter», c'était radical. C'était porté par des femmes radicales qui, avaient des méthodes également pour certaines, qui n'avaient rien de bon enfant, qui étaient radicales et aujourd'hui, même si bien sûr chaque pays a eu son histoire concernant le droit de vote des femmes, il y a des gens qui ont été plus vite que d'autres, mais aujourd'hui, bah, c'est quand même davantage quelque chose qu'on considère comme étant banal et normal. Hmm. Donc pour moi, ça veut rien dire. Radical, ça veut dire, aller à la racine d'une difficulté, d'un problème. Donc bon, bah, à partir de là, évidemment qu'on veut aller à la racine si on veut, trouver une solution qui soit pérenne en fait, qui soit, voilà, qui soit réelle. Heu, donc voilà, donc en fait, c'est pour ça que ce mot, il me fait rire parce que, par exemple, on considère que sur certains aspects, en matière de handicap, je serais radicale. Mais est-ce que l'ONU est radicale? Il se trouve qu'à ce jour, je défends ce que défend l'ONU. Donc si l'ONU, c'est des dangereux, gauchistes, Hmm. eh ben, première nouvelle, hein, parce que parce que c'est pas l'impression que j'ai. Mais bon, voilà, donc tout est relatif à ce niveau-là, c'est ça que je veux dire. Ce qui compte, c'est vraiment, bah, de savoir où on se situe politiquement. Ouais. Et où est-ce qu'on doit aller? Voilà. Bah, merci beaucoup, Elisa. Elisa. Beh, de rien.